Donc, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je vais vous parler de l'efficacité de la vaccination dans les maladies systémiques, essentiellement à travers un travail qu'on a réalisé dans le service, donc en médecine interne à Cochin, qui vient d'être publié dans ARD. Alors, bien sûr, il va y avoir quelques redites avec la présentation d'avant, mais vous verrez qu'il y a quand même quelques nuances. Donc, juste pour rappeler un peu le contexte, mais c'est des choses dont vous avez déjà parlé depuis le début de la journée. On le sait, les patients avec maladies systémiques sont à risque de forme sévère, plus que la population générale, et décès. Ce d'autant qu'ils présentent des facteurs de risque communs à la population générale, l'obésité, le diabète, etc., que la maladie sous-jacente est active et qui sont traités par certains traitements. Et donc, les grosses cohortes, dont celle de la filière, ont montré qu'une corticothérapie supérieure à plus de 10 mg, un traitement par rituximab ou certains immunosuppresseurs conventionnels tels que le Celcept étaient associés à des formes plus graves. Et c'est pour cette raison que, dès l'initiation de la vaccination en France, cette population de patients a été prioritaire pour la vaccination. Alors, le plus simple est de revenir à ce qu'on connaît déjà depuis de nombreuses années. Et c'est en étudiant la vaccination antipneumococcique et la vaccination antigrippale qu'on peut un peu prévoir a priori la réponse chez ces patients. Et on sait de longue date que, par exemple, chez les patients lupiques, il y a une nette diminution de la réponse, par exemple, contre le vaccin antipneumococcique, avec environ 40% de non-répondeurs. Et beaucoup de travaux ont été réalisés, comme ça a été dit par le précédent intervenant, dans la polyarthrite rhumatoïde, avec essentiellement la vaccination antigrippale et la vaccination antipneumococcique. Et il semble dans la littérature, en tout cas c'est ceux qui ont été le plus étudiés, qu'il y ait deux traitements majoritairement qui semblent impacter cette réponse vaccinale, que sont le méthotrexate et le rituximab. Et bien sûr, une dernière variable à prendre en compte dans l'évaluation de cette réponse vaccinale, elle fait que, in vitro, l'émergence de certains variants est diminuée à une sensibilité diminuée aux anticorps neutralisants. Et donc, il est fort à parier, en tout cas, que chez nos patients, l'émergence de ces variants va avoir un effet encore plus important. Donc, comme je vous disais, on a réalisé dans notre service une étude prospective monocentrique qu'on a appelée Covadis. Et donc, on a débuté cette étude dès janvier 2021, où on a inclus de façon consécutive tous les patients avec une maladie systémique qui recevaient une dose de Pfizer. On a exclu les patients qui avaient une séropositivité au moment de la vaccination et asymptomatique, en comparaison avec des contrôles. Et donc, on s'est retrouvé avec 64 patients et 21 contrôles qui ont reçu 2 doses de Pfizer à 1 mois d'intervalle, comme il était recommandé. Et au vu des données de la littérature sur l'impact des traitements, on a décidé de classer nos patients en 4 groupes: un groupe rituximab, un groupe méthotrexate, un groupe autre immunosuppresseur conventionnel avec essentiellement des patients sous Celcept, et un groupe autre avec un faible effectif, mais qui était un peu un groupe de contrôle avec des médicaments qui n'étaient pas connus pour impacter la réponse vaccinale et qui nous permettaient un peu, avec un faible nombre de patients, d'évaluer la part de la maladie auto-immune en tant que telle versus les traitements dans la réponse vaccinale. Et donc, comme ça a été dit juste avant, on a analysé les patients donc à M1 avant la deuxième dose, à M3 donc 2 mois après la deuxième dose, et à M6 là en septembre. Et donc, on a analysé en collaboration avec une équipe de Pasteur la réponse humorale avec la production d'anticorps anti-spike par une technique un peu différente qui n'est pas de l'ELISA, mais qui est une technique de cytométrie en flux qui est un peu plus sensible. On pourra en discuter. Et on a étudié la neutralisation de deux virus, le virus alpha et le virus delta in vitro. En parallèle, avec une équipe d'immunologie de Necker, on a étudié la réponse cellulaire, comme ça a été dit précédemment, à l'aide d'ELISpot, c'est-à-dire l'étude de la production d'interférons gamma par des lymphocytes T spécifiques anti-SARS-CoV-2. Et chez tous les patients, à l'inclusion, on a fait des phénotypes assez larges, B et T profonds, et des dosages d'immunoglobulines. Donc, concernant notre population de patients, c'est une population qui correspond aux patients qu'on suit dans notre service, c'est-à-dire une grande majorité de vascularité en cas, avec une grande majorité traitée par rituximab, des patients avec un lupus, avec, comme je vous disais, beaucoup de patients sous MMF et un peu de méthotrexate, et des sclérodermies, un âge qui était comparable autour de 50 ans entre les groupes, en l'exception des patients sous MMF qui étaient essentiellement des patients lupiques et des patients qui avaient, pour un certain nombre, une maladie active au moment de la vaccination. Ce qui est important de préciser, c'est que pour les patients avec vascularité en cas, c'était essentiellement des patients d'hôpitaux de jour qui étaient en cours de traitement d'entretien. Et donc, le délai entre la dernière perfusion de rituximab et la vaccination était assez court parce qu'elle était de l'ordre de 13 jours. Et donc, de ce fait, les paramètres immunologiques à l'inclusion, ils étaient globalement similaires, à part bien sûr dans le groupe rituximab. L'ensemble des patients avaient une déplétion B complète et une tendance à avoir une hypo-IgG en comparaison avec les autres groupes.
Donc, si tout d'abord, on regarde la réponse humorale à M3 post-vaccination, ce qu'on peut voir déjà essentiellement, c'est que chez les contrôles, comme on le sait, l'essentiel des contrôles, dès la première dose, a un taux d'anticorps d'IgG anti-spike assez important. On observe par contre chez les patients sous traitement une sorte de délai, c'est-à-dire qu'après la première injection, eh ben, peu ont un temps d'anticorps différent et il est nécessaire chez ceux qui répondent d'avoir une deuxième injection pour atteindre ce taux d'anticorps suffisant. Mais de façon globale et de façon significative, dans l'ensemble des groupes, à l'exception du groupe hôte qui, encore une fois, n'avait pas de traitement connu pour impacter la réponse vaccinale, et ben, comme ça a été dit précédemment, on a une diminution globale de la production d'anticorps, qui est ici également représentée ici avec des taux significativement moins importants. Si maintenant on regarde la neutralisation in vitro de deux variants, le variant alpha et le variant delta, donc alpha en bleu, delta en orange, ce qu'on peut voir et ce qu'on sait, c'est que chez les contrôles, le delta a tendance à échapper de façon plus importante aux anticorps neutralisants, avec une diminution d'environ 4 à 5 fois du taux d'anticorps. De façon assez impressionnante, aucun patient sous rituximab neutralise delta et un seul patient neutralise alpha, même si certains, comme vous pouvez le voir ici, produisent des anticorps IgG anti-spike, mais à des taux souvent faibles. Et ce qu'on voit de façon assez importante, c'est que dans les groupes méthotrexate et dans les groupes immunosuppresseurs conventionnels, la neutralisation d'alpha est globalement satisfaisante en dehors d'un groupe de patients ici, mais on retrouve ce delta de sensibilité entre le variant alpha et le variant delta, avec un certain nombre de patients sous méthotrexate. Comme vous voyez ici, 57% uniquement neutralisent le virus delta contre 87% neutralisent le virus alpha sous méthotrexate. Et on a un patient sur deux dans le groupe immunosuppresseur conventionnel qui neutralise chacun de ces variants, alors qu'en comparaison, notre groupe contrôle autre se comporte de façon relativement similaire que notre groupe contrôle. Si on regarde maintenant la réponse cellulaire, on observe que de façon intéressante, dans le groupe rituximab, elle est globalement conservée et similaire au contrôle, en dehors de certains patients ici. Et ce qui apparaît de façon évidente et qui est aussi bien illustré ici, c'est que le méthotrexate impacte de façon majeure la réponse cellulaire T, en plus d'impacter de façon plus modérée la réponse humorale. Et donc là, ce que vous pouvez voir ici sur ce graphe, c'est que le traitement qui semble majorer de façon significative la réponse cellulaire est le méthotrexate. Alors, au vu de ces résultats, on s'est tout de suite posé la question, et ça a été dit précédemment, quels pouvaient être les outils pour améliorer cette réponse immunologique chez nos patients avec maladies systémiques. Et donc, ça a été dit juste avant. Il y avait une étude donc dans l'APR qui montrait que de décaler de 2 semaines la prise de méthotrexate après la vaccination contre la grippe permettait d'avoir des taux de réponse humorale plus importants sans augmenter l'activité de l'APR. Et donc, comme ça a été discuté précédemment, certains experts ont recommandé, dans le cadre de la COVID-19, sans qu'il y ait d'études prospectives dédiées, d'arrêter le méthotrexate 2 semaines après une injection de vaccin anti-SARS-CoV-2. L'autre chose qui a été également dit, c'est que chez les patients sous rituximab, le facteur qui semble de façon majeure impacter la réponse humorale est la présence de lymphocytes B circulants. Et donc là, comme vous pouvez voir ici, quand on a des B, on produit beaucoup plus d'anticorps anti-SARS-CoV-2. Et ce qui est intéressant et que vous voyez ici, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de B circulants. Même en ayant moins de 1% de B circulants, et ben, on peut avoir une réponse plus importante. Et bien sûr, de façon intéressante, et on a une belle corrélation entre le nombre de B circulants et la production d'anticorps anti-SARS-CoV-2. Et donc, dans ce qui faisait une analyse multivariée, le seul facteur en multivarié qui ressortait avec une réponse humorale satisfaisante sous rituximab était la présence de B circulants. Donc, ça semble être l'élément majeur à évaluer lorsque on veut programmer une réinjection de vaccin anti-Covid-19. Donc, comme je vous disais, on a pu suivre nos patients jusqu'à 6 mois, donc jusqu'à septembre, de façon intéressante, malgré des résultats qui étaient un peu stupéfiants pour nous quand on les a eus au départ. On en a assez peu qui ont fait des infections. 2 patients dans le groupe rituximab après la première injection, une patiente sous Cellcept après la deuxième, et puis un contrôle, et sinon assez peu d'infections. Et on a eu la chance en septembre d'avoir environ la moitié dans chaque groupe qui avait eu une 3e dose, ce qui nous a permis de pouvoir comparer la réponse à cette 3e dose face à des patients qui ne l'avaient pas reçue.
Le délai médian entre la deuxième et la troisième dose était dans cette étude d'environ 100 jours. Et donc là, vous avez les anticorps neutralisants contre le virus alpha et contre le virus delta. Ce qu'on peut voir d'emblée chez les contrôles qui, à ce moment-là, n'avaient pas encore reçu de troisième dose parce qu'on était en septembre, et ben, au fur et à mesure du temps, comme ça a été décrit, à 6 mois de la première injection, on a une baisse importante des anticorps neutralisants. Et de façon voilà, assez marquante, les patients sous rituximab ayant reçu une troisième dose, dans cette étude, ne produisent pas d'anticorps neutralisants contre chacun des variants, en rappelant que c'est des patients qui ont un traitement de rituximab d'entretien et qui est donc encore déplété en B de façon continue. Par contre, dans les autres groupes de traitement, encore une fois, ce qu'on voit, c'est qu'à 6 mois, eh bien, on a une diminution de la réponse vaccinale de façon naturelle, mais que quand on rechallenge avec une troisième dose, eh ben, on gagne en réponse humorale de façon significative dans chacun des groupes de traitement, que ce soit le groupe rituximab ou que ce soit le groupe des immunosuppresseurs conventionnels non méthotrexate. Si on s'intéresse maintenant à la réponse cellulaire à 6 mois, bah là, il y a des éléments plutôt rassurants. Déjà, chez les contrôles, on s'aperçoit qu'à 6 mois, bah, que la réponse cellulaire, elle est stable et qu'elle reste dans le temps sans qu'on ait de données, à ma connaissance actuelle, sur le corrélat en termes de protection de l'infection clinique. Mais en tout cas, le taux de lymphocytes T spécifique est stable. En vaccinant une troisième dose, on voit qu'on peut encore, dans le groupe rituximab, gagner en termes de lymphocytes T spécifiques. Par contre, le méthotrexate qui est pris de façon continue, lui, continue à altérer de façon majeure la réponse cellulaire malgré la troisième dose, alors que dans le groupe des immunosuppresseurs conventionnels, avec des effectifs qui sont relativement faibles, eh bien, on voit que la troisième dose peut avoir un intérêt en termes de gain de lymphocytes T spécifiques. Bien sûr, la question actuelle chaude est bien sûr l'impact d'Omicron. Donc, bien évidemment, on n'a pas encore de données dans nos groupes de patients, mais vous connaissez probablement tous ces données-là dans la population générale, avec un papier de Pasteur qui a été publié dans Nature et qui montre que Omicron, malgré le fait qu'il soit très probablement moins virulent et donne moins de sévérité clinique, provoque un échappement à la vaccination avec une inefficacité quasi complète du vaccin 2 doses, que ce soit avec le Pfizer ou avec l'AstraZeneca, qui est rattrapé avec une troisième dose, mais avec des taux d'anticorps qui sont quand même moins importants qu'avec avec des niveaux de neutralisation, excusez-moi, avec des niveaux de neutralisation qui sont quand même moins importants que contre le Delta ou contre le virus ancestral, ce qui pourrait laisser penser quand même que chez nos patients sous méthotrexate ou Cellcept qui ont déjà des niveaux de réponse plus bas, eh ben, Omicron pourrait voilà, avoir un impact d'autant plus important. Et ce que montre cette étude aussi, c'est que les sérums de patients convalescents sont également moins efficaces pour neutraliser Omicron, ce qui explique le taux important de réinfection chez des patients qui ont déjà eu la COVID-19. Et donc, juste un dernier mot, mais ça a déjà été dit précédemment, qu'en est-il des… Là, on parle beaucoup de, voilà, de cellules et de réponses immunitaires, mais qu'en est-il du taux d'infection? Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de données publiées. Il y a cet abstract donc de l'ACR qui étudie en fonction des 3 vaccins Pfizer, Moderna et Janssen le taux d'infection en comparaison chez les patients avec maladie rhumatismale en comparaison avec des patients qui n'en ont pas, et qui trouvent globalement une augmentation du taux d'infection d'un facteur 2 sans qu'on ait d'informations sur leur sévérité, leur taux d'infection, leur taux d'hospitalisation, et avec, dans le cadre des maladies systémiques, des odds ratios significatives pour le lupus, la sclérodermie ou la myosite, de risque de surinfection quand on a été vacciné et qu'on a une maladie auto-immune. Donc, en conclusion, la réponse vaccinale, elle est altérée sous traitement immunosuppresseur dans le cadre des maladies systémiques, et l'impact, comme ça a été dit précédemment, est différent en fonction des drogues. On n'a pas de neutralisation du virus sous rituximab, mais une réponse cellulaire qui est satisfaisante chez une grande majorité de patients. La réponse humorale est diminuée de façon globale sous immunosuppresseurs conventionnels, mais l'élément marquant est que la réponse cellulaire est sévèrement altérée sous méthotrexate. Et là, on avait un faible effectif, mais comme ça a été dit précédemment, les traitements anti-cytokines, anti-IL-6, anti-TNF ne semblent pas impacter de façon majeure, en tout cas, cette réponse vaccinale.
Et donc, il semble important d'avoir une stratégie d'adaptation individuelle de la prévention, une stratégie de prévention en tout cas individuelle, en jouant sur le timing de la vaccination, peut-être suspendre le méthotrexate comme ça a été discuté auparavant, surveiller le taux de B circulant et peut-être reporter une injection de rituximab si le patient est parfaitement contrôlé sur le plan de la maladie, de sa vascularite par exemple. Une dose supplémentaire chez les faiblement répondeurs, où là on gagne, mais il est très probable que chez des patients qui ont zéro réponse, eh bien, l'apport d'une troisième ou d'une quatrième dose sera relativement faible, à l'exception peut-être s'il y a des baies circulants, et l'intérêt, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, des anticorps prophylactiques chez les non-répondeurs. Et donc, les perspectives sont bien sûr l'impact d'Omicron dans cette population de patients, le suivi des patients recevant des anticorps monoclonaux, et une question qui reste en suspens et qui n'a pour l'instant pas été beaucoup étudiée, c'est chez des patients qui ont été vaccinés, qui sont naïfs de traitement et qui ont un taux d'anticorps satisfaisant, chez qui on introduit un traitement rituximab, quelle est l'évolution de leurs anticorps? Est-ce qu'il y a une demi-vie moins importante? C'est en cours d'étude et on a des données préliminaires qui laissent penser que cette réponse est globalement conservée, en tout cas à court terme. Voilà, merci de votre attention. Je voulais remercier les équipes de Pasteur et de l'Immunogène Necker parce que c'est un travail collaboratif qu'on a mené et voilà, disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.